Chers actionnaires, je vous propose de reprendre le fil de notre ordre du jour et de passer aux résolutions numéro 2 et numéro 3 dédiées à la gouvernance de la société Mirliton. La post-croissance, vue depuis l'Assemblée Générale du Futur, un podcast de Profil. Chers actionnaires, serons-nous de bons ancêtres? Serons-nous à la hauteur de ce moment unique qui questionne notre humanité? Bonjour Annelise, bonjour Eva. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast qui est dédié à la gouvernance de Mirliton, qui était l'entreprise que nous avons mis sur scène à l'AG du Futur le 6 février dernier. Annelise, tu as été consultante senior chez Profil et tu es maintenant une experte indépendante de la démocratie en entreprise. Eva, tu es manager chez Profil, tu es spécialisée dans le sujet des fondations actionnaires, de la gouvernance et de la philanthropie, et tu es également coordinatrice de la communauté de facto. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Geneviève. Bonjour. Premier acte, en piste. Annelise, cette ovni qui est l'AG du futur et qui est sortie de nos têtes, qu'est-ce qu'elle permet de raconter? Pourquoi nous avons, et tu as choisi précisément dans l'AG du futur numéro 2, d'explorer sous l'angle de la gouvernance le jeu de rôle en coulisses? Qu'est-ce qui se joue là à cette Assemblée générale de Mirliton? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, merci Geneviève. Effectivement, en fait, dès 2019, on a choisi Mirliton en tant qu'entreprise cotée en bourse et familiale. Ça nous a permis, en fait, très rapidement de pouvoir questionner ce duo famille, actionnaire, fondateur, investisseur, qui est vraiment le sujet de grandes tractations ou de tensions, mais aussi de coopération assez fertile qu'on peut imaginer dans les organisations. Et effectivement, faut aussi se rappeler 2019, donc moi j'étais chez Profil à l'époque et on travaillait sur les entreprises à mission. Et en fait, tout changement statutaire demande un vote aux 2 tiers en assemblée générale. Et quand on a choisi Mirliton, l'idée c'était de mettre de la tension, de montrer que c'était pas si simple. Et donc on a choisi délibérément de questionner est-ce qu'une entreprise cotée en bourse peut vraiment se transformer? Et après, le choix de l'agroalimentaire, ça touche tout le monde, c'est vraiment une expérience universelle, tout le monde va faire ses courses. Donc je pense que c'est chouette pour le public aussi, parce que ça le questionne. Il joue un actionnaire, mais il est vraiment aussi consommateur dans la vraie vie, et donc ça le questionne par rapport à ses propres choix. Et après, forcément, l'Assemblée générale, c'est vraiment le haut lieu, c'est ce qu'on dit, c'est le lieu de la démocratie actionnariale dans la vie des affaires. C'est aussi le lieu pour questionner du partage des richesses, parce qu'on parle de démocratie actionnariale, mais qui est invité à cette démocratie? Uniquement les personnes qui sont propriétaires d'actions. Donc en fait, c'est une démocratie un peu par l'argent. Et c'est hyper intéressant par l'AG du futur de questionner ça, de faire rentrer des nouvelles parties prenantes qui n'ont pas d'action, mais qui ont une légitimité, qui ont une expertise. Et je finirai juste sur ça. L'Assemblée générale, ça montre aussi quelles sont les décisions qu'un conseil d'administration met sur la table, met au vote. Et ça questionne l'expertise, la compétence de ces instances et des personnes qui y siègent, et notamment à l'aune de la question climatique. J'imagine qu'après, on va rentrer plus dans le détail, mais c'est l'enjeu du siècle qui nécessite des nouvelles compétences. Et en fait, toutes les études nous montrent que les personnes qui sont dans ces instances ne sont pas vraiment formées à ces questions-là. Et en fait, l'AG du futur permet aussi de mettre en exergue ce rapport pouvoir, expertise, compétence. Merci beaucoup Annelise. Effectivement, le motto de la première AG du futur, c'était aux urnes actionnaires. C'était exactement sur cette ligne. Eva, donc ça c'était sur les planches, c'est très bien. Dans la vraie vie, comment ça se passe, une assemblée générale? Est-ce que c'est un maillon essentiel de la gouvernance selon toi? On dit souvent que c'est des chambres d'enregistrement, mais j'ai aussi envie de t'interroger sur les vrais lieux de pouvoir, notamment quand les familles sont actionnaires, parce que là, ça rejoint les sujets de profil. Oui, merci Geneviève. Alors effectivement, l'Assemblée générale, c'est évidemment un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous statutaire déjà, il faut le rappeler quand même, on ne peut pas s'en passer. Par contre, effectivement, quand on a une concentration des pouvoirs vraiment souvent dans les mains de l'actionnaire qui est à la fois souvent dirigeant,
On n'est pas vraiment dans un modèle démocratique. Si on reprend un peu la typologie de Pierre-Yves Gomez, notamment sur la gouvernance, on serait plutôt dans l'autocratie entrepreneuriale. Et là, on a plutôt quelque chose qui est très concentré. Et parfois, cette assemblée générale, c'est souvent le cas, effectivement, d'une sorte de chambre d'enregistrement ou une simple formalité annuelle que le commissaire aux comptes demande, mais à laquelle on ne passe pas beaucoup de temps et d'attention. Et le lieu de pouvoir, il a lieu ailleurs, souvent en très petit comité, avec l'actionnaire fondateur, propriétaire finalement, en tout cas, il se voit comme propriétaire de l'entreprise, parfois avec ses très proches, ça peut être dans un comité de direction, parfois ça peut être peut-être aussi au dîner de la famille, voilà. Euh, donc, euh, donc, c'est pas toujours effectivement quand on est dans des situations d'entreprise familiale où on arriverait à avoir cette assemblée générale un peu plus participative, un peu plus démocratique. Mais c'est un point hyper important justement de transition souvent. C'est essentiel justement parce qu'à un moment, l'actionnariat va s'ouvrir, parfois en faisant rentrer justement d'autres membres de la famille, peut-être les enfants, peut-être les frères, sœurs. Et dans ce cas-là, il y a effectivement un vrai enjeu de se demander comment est-ce que maintenant on va s'ouvrir et tenir par exemple une vraie assemblée générale. Ça peut être aussi en s'ouvrant par exemple sur des administrateurs externes. Donc effectivement, on peut là avoir des moments de phase de tension et de transition dans une entreprise où justement il faut passer d'un temps où le pouvoir était très concentré à un temps où on commence à s'ouvrir et à écouter d'autres parties prenantes. Deuxième acte, Terra Incognita. J'aimerais bien explorer maintenant la question de la restructuration du capital et des nouvelles alliances. Parce que précisément, on l'a vu, donc Mirliton devenu entreprise à mission, première AG. 5 ans après, Mirliton veut aller plus loin vers la post-croissance. Donc la post-croissance, c'est vraiment faire en sorte d'inscrire son modèle économique dans les limites planétaires en respectant les fondations sociales. Et donc, Anne-Lise, tu as été la secrétaire générale de Mirliton 1 et de Mirliton 2. Et donc, pourquoi est-ce que c'était aussi important de recomposer le capital de Mirliton pour aller vers la post-croissance? C'était quoi les intentions et les risques? Alors les intentions, c'était de trouver un script qui était à peu près crédible quand même avec ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Parce que la fondation actionnaire, et Val l'a dit, c'est quand même souvent un modèle favorable aux entreprises familiales. Et en fait, la fondation actionnaire, c'est un vrai sujet de dépossession. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est qu'avant même de transmettre à une fondation actionnaire, il faut pouvoir au moins partiellement sortir de la cotation en bourse. Et pour pouvoir le faire, il n'y a pas 36 000 solutions. Aujourd'hui, quand on veut sortir de la cotation en bourse, on a l'option d'avoir un fonds d'investissement qui arrive et qui rachète tout le monde. Voilà, tant mieux. Soit, en fait, ce sont les actionnaires familiaux, souvent, qui profitent d'une opportunité pour racheter souvent moins cher des actions et du coup se renforcer dans le capital. Et donc, c'est ce qu'on a mis en scène. On a choisi d'utiliser le Covid, ce moment un peu de turbulence dans la vie des entreprises, pour le mieux ou pour le pire. Et on a voulu montrer que ça n'avait pas été simple, parce que c'est aussi la réalité du monde économique. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'était vraiment, si je veux être indépendant des lois du marché, comment je le fais? Et nous, ce qu'on a mis en scène, c'est de saisir une opportunité. Bon, c'est aussi du théâtre, c'est aussi des péripéties qu'on met en scène, l'AG du futur. Et en tout cas, l'idée, c'était aussi de montrer, passer par des modèles alternatifs de détention du capital pour réussir à jouer dans le jeu classique. C'est toujours ça quand on veut faire quelque chose d'alternatif. C'est-à-dire qu'il y a quand même le droit des sociétés qui est là. C'est comme des règles du jeu. Il faut être capable de jouer avec pour après pouvoir s'en extraire. Et je pense que ce qu'ont pu percevoir aussi les participants à cet AG du futur, c'est ça. C'est que mettre en cohérence une architecture de gouvernance, ça se fait avec un jeu de contraintes et d'opportunités dans lequel il faut pouvoir jouer. Merci beaucoup, Annelise. Effectivement, il faut bâtir de nouvelles alliances. Et dans le cas de Mirliton, il y avait des nouvelles alliances à bâtir avec les salariés pour obtenir cette indépendance, l'indépendance de pouvoir adopter la stratégie post-croissance, en fait. Eva, au sujet justement de cette fondation actionnaire, est-ce que cette stratégie qu'a décrite Annelise, est-ce qu'elle te paraît crédible, inspirante? Alors effectivement, ce qu'on voit très souvent, c'est au moment
de cet acte fondateur de la fondation actionnaire qui est la dépossession. Hein. Donc, je rejoins complètement Anne-Lise. Souvent, on a plutôt un actionnaire principal. On n'a encore en France pas eu de cas d'entreprises qui étaient en partie cotées, qui voudraient sortir de la cotation pour créer une fondation actionnaire, mais ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, on a plutôt vraiment l'actionnaire principal qui est là et qui se dépossède. Et en fait, très souvent, on voit, et ça, c'est en ça que le scénario était très crédible aussi, c'est la volonté d'associer les salariés. Et ça, je peux vous donner par exemple deux entreprises qui l'ont fait et qui sont qui l'ont mis en place. C'est par exemple CETI. Le CETI, qui est une belle entreprise industrielle, qui a transmis, enfin le fondateur de CETI, Yann Rolland, a transmis 35% au fonds de dotation. Ensuite, il y a eu un peu d'entrée de fonds d'investissement. Et puis le reste, quasiment autour de 30%, à des salariés à travers plusieurs dispositifs. Et donc, on voit que l'actionnariat salarié se combine très bien avec l'existence d'une fondation actionnaire. C'était aussi le cas, par exemple, de Seabird, qui est un cabinet de conseil. Et là, pareil, on a fait, au moment en fait, de la structuration de ce nouveau modèle de propriété et d'ouverture du capital, là, on a fait rentrer les salariés en actionnaires. Et donc ça, c'est effectivement très, très intéressant. Et l'autre manière dont on peut le faire, c'est aussi faire rentrer les salariés au conseil d'administration. Si, par exemple, on veut que ce soit plutôt le fonds de dotation qui soit actionnaire, par exemple, à 100%, on a aussi la possibilité d'ouvrir des places au sein du conseil d'administration à travers un collège des salariés. Et en qualité de salariés, ils sont représentés. Dans ce cas-là, au conseil d'administration, on se rapproche finalement du principe de codétermination, qui est très répandu en Allemagne et qui est même obligatoire au Danemark. Notamment au Danemark, on retrouve pas mal de fondations actionnaires au sein desquelles, au sein du conseil de surveillance, ou parfois même au sein du conseil d'administration de la fondation, on aura les salariés. Troisième acte, vers l'infini et au-delà. Alors, la dernière partie de ce podcast, le troisième temps, je vais d'abord me tourner vers toi de nouveau, Eva, puisque tu as commencé à aborder ces sujets-là. Mais au quotidien, tes pouvoirs, ses prérogatives, ses responsabilités, est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret c'est-à-dire le matin, on s'occupe de philanthropie, l'après-midi d'économie. Ça se passe comment? Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un ovni, puisqu'on a une structure d'intérêt général, par définition en France, qui devient actionnaire d'une entreprise. Donc on fait un mélange des genres, mais qui a fait ses preuves quand même. Donc comme quoi ça marche. On a quand même des entreprises qui sont là depuis le 19e siècle, qui sont sur ce modèle-là, donc au Danemark, en Allemagne. Donc il faut maintenant que le temps aussi fasse son travail en France, parce que la première fondation actionnaire en France, ça date de 2008 avec Pierre Fabre. Donc on est encore des jeunes en fait sur ça. Donc tout se met petit à petit en place. Mais effectivement, Geneviève, tu évoquais le volet actionnarial et le volet philanthropique. Alors tout d'abord, il faut le rappeler, comme c'est une structure d'intérêt général, la mission principale, c'est effectivement la mission philanthropique qu'a la fondation. Et c'est de manière secondaire que, étant donné qu'elle détient les titres d'une entreprise, qu'elle exerce ses droits d'actionnaire, que ce soit des droits de vote ou des droits de dividende au sein des organes de gouvernance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a évoqué? L'organe de gouvernance principal qu'on a évoqué, c'est effectivement l'Assemblée générale. Donc déjà, elle siège à l'Assemblée générale. Elle peut aussi éventuellement siéger dans d'autres organes de gouvernance. Encore faut-il qu'il soit quand même bien séparé de la gestion opérationnelle de l'entreprise. Ce qui est assez important sur ce volet actionnarial, c'est de bien se dire une fondation actionnaire ne va pas diriger l'entreprise. Elle ne va pas se substituer au directeur général et tout à coup prendre la main sur la direction de l'entreprise. Elle ne va pas s'immiscer dans la gestion opérationnelle. Elle reste à son niveau d'actionnaire, à exercer ses droits d'actionnaire. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, il faut regarder à la fois la composition de la gouvernance de la fondation et à la fois, effectivement, toute la structure, l'architecture de gouvernance de l'entreprise et voir quel est le bon niveau d'intervention de la fondation. Merci beaucoup, Eva. Donc, on comprend quand même que c'est effectivement un ovni, que c'est neuf en droit français, que tout ça est au carrefour du droit des sociétés et du droit des non-profits. Mais c'est ce qui rend le sujet si intéressant. Alors,
Annelise, en clôturant ce podcast, je vais revenir à la fiction de Mirliton. Par la magie du script, la fondation actionnaire est devenue majoritaire et elle propose d'élargir la composition du conseil d'administration à des représentantes des droits de la nature et des générations futures. Donc elle est bien dans son rôle de la fondation actionnaire. Donc je rappelle qu'elle s'appelait Terre Fertile. Donc elle a pour mandat de promouvoir justement la cause du vivant et des générations futures, puisque fertilité des sols, c'est la cause majeure qui rentre en quelque sorte au capital de Mirliton par le truchement de la fondation actionnaire. Annelise, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se jouait derrière cette résolution numéro 3 qui était sur proposition de la fondation actionnaire, élargir, renouveler, même peut-être renverser la table au conseil d'administration? Je ne sais pas. Renverser la table, je sais pas. En tout cas, ce qu'on a essayé de montrer à travers ce script, c'est que pour une entreprise qui décide de s'orienter vers le chemin de la post-croissance, il y a cette idée de d'honneur et de s'intégrer dans un espace qui soit juste entre un plafond environnemental et un plancher social. Et donc, comment on réorganise une architecture de conseil d'administration pour vraiment ancrer l'entreprise dans cet espace qui soit sûr et juste. Et on a décidé que le conseil d'administration de Mirliton devait s'articuler autour de 4 pôles d'influence. Et donc, il y a forcément le pôle de la fondation actionnaire et des personnes qui logent au sein des instances de gouvernance de la fondation actionnaire et qui, du coup, ont des sièges au sein de l'entreprise Mirliton. Il y a aussi le pôle dont on a parlé, les salariés, mais pas que les salariés, on va dire, du groupe. Dans l'histoire de Mirliton, il y avait aussi cette idée d'élargir aux agriculteurs qui travaillaient, il y avait une relation extrêmement étroite, notamment sur des nouvelles marques qu'on a dévoilées lors de cette assemblée générale. Il y a les partenaires financiers, des actionnaires engagés, et il y avait cette idée d'ouvrir ce 4e pôle d'influence avec les droits de la nature et des générations futures. On a choisi la question des générations futures de la traiter sous l'angle de la parole scientifique. Aussi de se dire, faire rentrer dans les conseils d'administration cette parole de prospective scientifique, de fait, aussi de pragmatisme. Et puis cette question des droits de la nature, il n'y a pas de protection des droits humains sans protection des droits de la nature, tout simplement parce que nous sommes la nature. Merci beaucoup. On sent que ce sont des sujets passionnants parce que vous avez été passionnante et passionnée. Alors, c'est le moment du petit mot de la fin. Alors, Eva, si je commence par toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire et de partager pour le mot de la fin? Alors, la recommandation, c'est évidemment de revisionner l'AG du futur. Merci, Eva. En mot de la fin, moi j'ai envie de faire 2 recommandations lecture qui vont ensemble. La première, c'est pour ceux qui veulent approfondir toutes les questions dont on a parlé. C'est une bande dessinée qui s'appelle « Et patron pour une révolution dans l'entreprise ». Et du coup, ma deuxième recommandation lecture, c'est Katharina Pistor, Le Code du capital. Et ça explique quel est le codage juridique à la fois du capitalisme, mais aussi du droit des sociétés, du droit des affaires. Et quand on lit ça, on a juste envie de tout réécrire pour que, en tout cas, la vie des affaires soit cohérente avec les lois du vivant. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, je pense que ça donne des idées du grain à moudre pour profil dans les prochaines études et qui sait peut-être pour la 3e AG du futur, si le marché, le capitalisme, les consommateurs et les actionnaires prêtent vie à Mirliton. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je suis sûre que nous aurons l'occasion à nouveau d'échanger sur ces sujets. La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil.